faut donc concilier la première partie avec les enjeux majeurs de la société, qui sont ces trois axes posés par une question importante autour de l'esprit, l'individu, parce qu'à l'évidence, l'innovation ne sort pas d'un ordinateur comme la responsabilité ne sort pas d'un ordinateur. C'est bien l'individu qui va travailler là-dessus. Pour ça, la vraie réponse, j'aime beaucoup Winnie l'ourson, mais c'est un peu léger parfois, ça ne suffit pas. En 1987, rapport Brundtland, Gro Harlem Brundtland, dit qu'il y a effectivement un développement durable à penser. Ce développement durable, trop souvent pensé comme développement en termes d'environnement, se base en fait sur trois notions. L'environnement, le social et l'économique. Ce sont les trois éléments qui font que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Vous connaissez ça par cœur. Deux concepts sont inhérents, besoins et plus particulièrement le besoin essentiel des plus démunis, mais pas seulement. L'idée des limitations de l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Pourquoi ? Parce que nous n'avons qu'une seule et unique biosphère pour nous faire vivre. Chaque communauté, chaque pays poursuit son petit bonhomme de chemin, soucieux de poursuivre, de prospérer sans tenir compte des éventuelles conséquences de ses actes sur autrui. Vous commencez à sentir, je l'espère, la proposition que je vous fais sur la première partie, l'innovation à tout prix, et la question qui nous taraude, qui est de dire on ne peut plus faire comme avant non plus. La question, c'est d'essayer de joindre ces deux notions-là et joindre ces importances économiques et responsables. En cela, d'aucuns consomment les ressources de la planète à un rythme qui entame l'héritage des générations à venir. D'autres, bien plus nombreux, consomment peu, trop peu, connaissent une vie marquée par la faim, misère noire, famine, mort prématurée, etc. Brundtland va aller jusqu'au détail du détail en disant « Il faut que lorsque vous avez une innovation à mettre sur le marché, que vous considériez l'ensemble des éléments environnementaux, sociétaux et économiques. » Vous avez tout un tas d'exemples ici que je ne vais pas parcourir en détail, mais tout simplement le déchet et le recyclage, diversité des habitats, impact sur le travail des enfants, impact sur la balance commerciale, etc. Et donc Brundtland montre ça en 87 avec une pertinence extrêmement pointue et qui en plus aiguë, et qui en plus de ça sera diffusée partout. Et toutefois, il y a un problème. Le problème, il est que aujourd'hui, je suis un fabricant d'armes à feu. Je ne vais pas utiliser les enfants pour fabriquer. Je vais faire attention à la pollution que ça peut causer mes armes à feu. Je peux faire attention évidemment aux critères économiques, c'est-à-dire à mon impact par rapport à mes concurrents, etc. Et ça marche. Et pourtant, je fabrique des armes à feu. C'est la même chose pour le tabac, d'ailleurs. C'est la même chose pour le pétrole, d'ailleurs. Nous ne pensons pas la finalité, nous pensons quelles sont les conséquences de la production que nous faisons. Donc, le rapport Brundtland ne suffit pas à poser des questions qui restent fondamentales, pour plein de raisons. Nous sommes en 87, écrit en 85, 86, etc. L'explosion de la connaissance scientifique et technologique entre 87 et aujourd'hui est considérable. C'est pourquoi il nous faut poser des fondements de l'innovation responsable à travers trois questions. La première chose, c'est qu'on doit interroger les réponses à apporter aux besoins des individus. Est-ce que parce que les individus veulent des armes à feu qu'il faut en faire? Est-ce que parce que des individus veulent avoir des relations sexuelles avec des mineurs en Thaïlande qu'il faut organiser des tours comme c'est fait? Est-ce que, plus léger, un étudiant ne veut pas faire ses devoirs, on va faire un site internet faitmesdevoirs.com. Si on répond toujours aux besoins des individus, vers quelle absurdité on peut tomber? Des armes à feu à l'activité sexuelle illégale jusqu'à faire les devoirs pour les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin et une demande qu'on doit y répondre. Ces questions-là se basent également sur le principe de responsabilité de Hans Jonas, que je vais détailler juste après. Première étape, questionner les besoins, les réponses à apporter aux besoins des individus. Regardez ce que je viens de dire. Vous avez entre 2002 et 2012 20 générations d'iPod. À l'évidence,
vous, moi, nous avons tous envie d'écouter de la musique en dehors du salon et la voiture. C'est-à-dire quand je vais courir, quand je vais marcher, quand je veux écouter de la musique, bien sûr j'en ai besoin comme un Walkman, n'importe lequel. 20 générations d'iPod en 10 ans. Nous sommes dans une saturation du marché, pour ne pas dire une inondation du marché, au sens propre du terme. L'inondation, c'est pas j'en mets partout, c'est j'en mets trop, l'inondation. C'est votre salle de bain, dans le lavabo, ça déborde. Ceux qui ont acheté l'iPhone 5 sont ceux qui avaient le 3 ou le 4. Ce ne sont pas ceux qui n'en avaient pas. Nous sommes dans une inondation, un trop-plein. Et cette question-là, évidemment, se pose pour ces accessoires-là. Cette question se pose pour les accessoires que l'on veut autour de la musique sur iPod. Autre exemple que je mentionne ici, mais je vais regarder en détail là. En 1884, un Anglais un peu fou, comme savent l'être les Anglais, souhaite mettre de l'air frais, pas de l'air conditionné, de l'air frais dans sa voiture. Sa voiture, c'est celle-là, la carriole. Et donc, on a les chevaux, on met de la glace pilée ici. Quand les chevaux courent, eh bien, il y a finalement de l'air frais qui arrive. On ne peut pas parler véritablement d'innovation ou d'invention ou de brevet ici. Les brevets tombent en 1953, existent en 1953-1957 à travers Cadillac, qui va inventer, puis donc innover grâce à ça, l'air conditionné de la voiture qui sera à la fois dans le coffre, à la fois sur le côté. Bref, ça va changer un peu d'endroit dans la voiture au fur et à mesure des années pour avoir l'air conditionné. À l'évidence, ces années-là, on ne va pas se poser la question est-ce que, oui ou non, il y a des impacts sur l'environnement. Mais en 1969, quand il y a 3,5 millions de voitures, en 2009, 90% des véhicules ont de l'air conditionné. On sait très bien que l'air conditionné va générer 15% de plus qu'une voiture classique. Et on sait très bien que le gaz à effet de serre va augmenter en permanence. Est-ce que l'on doit toujours répondre à ce besoin des individus ? Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas d'air conditionné dans une ambulance, dans les camions de pompiers, les voitures de police, dans les bus, par exemple, dans le métro, par exemple, les transports en commun, dans un taxi également, pourquoi pas. Mais toutes les voitures individuelles ont-elles besoin de ça, lorsque l'on connaît l'impact? A-t-on besoin de répondre à ça? La deuxième question est à propos des impacts directs. Lorsque on a des impacts directs, on parle de conséquences que va avoir l'utilisateur. Il y a quelques mois de cela, on avait une étude qui a montré qu'il y avait probablement un risque de maladie lorsque l'on avait le téléphone portable pour les hommes près des organes génitaux, c'est-à-dire dans la poche ou près du cœur. On ne savait pas exactement quelles étaient les conséquences pour ça. L'étude a plutôt montré qu'il y avait des risques. Qu'a dit le responsable de l'association des opérateurs téléphonie? Il a dit « Attendons de voir, faisons une autre étude ». Il ne s'est pas dit ce que nous savions faire et ce qui avait été prévu initialement dans les téléphones portables, c'est de dire nous allons obliger n'importe quel téléphone portable qui sort, donc on ne va pas supprimer le téléphone portable, ce serait idiot, mais d'avoir à l'intérieur le earphone, l'écouteur, dans lequel pour décrocher, on va tirer, on va le mettre à l'oreille, dans lequel on est certain qu'il n'y a aucun risque. Pendant ce temps-là, on va mener des études en parallèle pour dire est-ce que oui ou non, il y en a dès lors qu'on met l'appareil directement à l'oreille ou dans la poche ou dans la poche de chemise. Cette question-là, elle est évidemment sur les impacts directs. Qu'est-ce que je vais faire pour les individus? Est-ce que j'ai tel comportement ou tel autre comportement? Elle tient à cela la responsabilité dès lors que l'on va se mettre à innover. Quand vous regardez Facebook, par exemple, vous avez évidemment un besoin des individus. Je veux rester en contact avec ma communauté. Autrement dit, le bouquin des alumni, de l'annuaire des anciens, etc., c'est exactement la même chose. Les conditions pour utiliser, vous n'êtes pas obligé de tout répondre, bien sûr, mais vous avez la religion, vous avez les opinions politiques, vous avez, si vous êtes célibataire, l'ensemble des éléments importants qui peuvent être pour se connecter. Vous n'êtes pas obligé, mais en permanence, si vous êtes sur Facebook, vous avez pourquoi vous ne remplirez pas cette partie-là? Pourquoi vous ne feriez pas cette partie-là? Pourquoi vous êtes pas... On s'adresse à 850 millions de personnes. Forcément, il y en a la moitié qui le font. La moitié qui le font, cette question des datas que l'on va mettre dans un autre endroit a une dimension importante. On ne dit pas que Facebook est coupable de ça.
On dit simplement que Facebook prend ce risque. C'est exactement ces questions-là qui sont importantes. Simplement, Facebook travaille sur quelque chose qui est extrêmement important. Il dit that the social norm is just something that has evolved over time. La norme sociale est quelque chose qui évolue avec le temps. Mais qui fait la norme sociale? Qui fait l'état et le rôle normatif dont on parlait tout à l'heure chez Marcuse ou chez Michel Foucault? C'est Zuckerberg. Qui fait la loi sur le bébé médicament? C'est le médecin. Est-ce que nous ne devrions pas poser ces questions-là de façon plus large, évidemment, pour s'interroger sur ces questions? Ce sont donc les impacts directs. Les impacts indirects, ce sont par exemple, j'ai parlé des réfrigérateurs, mais en Inde, la voiture Nano de chez Tata est à 2000 $ pour 700 000 possibles ventes. 700 000 possibles ventes a un impact direct sur le gaz à effet de serre, automatiquement. Lorsque vous regardez les nanotechnologies, avec ces célèbres chaussettes, paraît-il très intéressantes, elles vous les portez, les chaussettes, elles vous diffusent tout au long de la journée de la fraîcheur, permet une meilleure circulation du sang, etc. Et particulièrement intéressantes à porter, confortables, etc. Sauf que, lorsqu'on les lave dès la première fois, l'ensemble des nanomatériaux à l'intérieur et les nanoparticules partent dans l'eau, dans les eaux usées. Et les nanoparticules, c'est du solide. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître ou fondre. C'est du solide. C'est ce que les poissons vont manger ensuite. C'est ce que l'on va retrouver dans notre écosystème. Les nanoparticules, c'est à chaque fois que vous mettez de la crème à bronzer qui va avoir des principes de nanomatériaux, vous allez avoir un bronzage suffisamment allé, etc., beau, qui dure plus longtemps, etc. Sauf que l'on sait que si vous mettez de la crème à bronzer sur votre peau, les nanomatériaux sont si fins qu'ils peuvent pénétrer non seulement votre peau, non seulement votre chair, mais également les os. On ne sait pas les conséquences. Nous n'en connaissons pas les conséquences, ni pour les chaussettes avec les nanomatériaux, ni pour le reste. Ce sont des impacts que l'on ne voit pas tels quels, mais ce sont des impacts dits indirects. Ces questions-là sont donc à poser selon à la fois ces trois questions, les réponses offertes pour répondre aux besoins, mesurer les impacts directs et indirects, à travers le principe de responsabilité de Jonas, qui est « agis de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Agis de façon à ce que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie. » Voilà les enjeux. Oui, nous devons innover. Oui, nous avons ces questions-là à nous poser. Et bien sûr que les éléments du rapport Brundtland que j'ai mentionné tout à l'heure sont cruciaux et sont ici, mais ne sont pas suffisants. On doit les questionner en fonction des trois axes que l'on a vus et le principe de responsabilité de Jonas.